suis très heureux de pouvoir ici m'entretenir avec Saadane de The Fountain Archives. On a déjà eu l'occasion de faire des causeries, des entretiens ensemble, mais jamais sur ce projet-là, qui est un des projets les plus excitants apparus ces dernières années. Il y a maintenant 7 ans que tu as lancé ce projet. Tu m'arrêtes si je me trompe. Donc, je vais me permettre de rappeler un peu en quelques mots quel est le projet, peut-être de dire, en espérant ne pas être trop professoral ou trop ennuyeux, de dire quelle pièce particulière Saadane a choisi et pourquoi, d'une certaine façon, il a choisi, quel lien la pièce de Duchamp, La Fontaine, entretient avec la reproduction et la photographie. Et puis, après avoir évoqué rapidement une première postérité, j'ai envie de dire, de la Fontaine de Duchamp, vous montrez, et là on discutera plus à fond du projet avec Saadane, montrer comment le projet de Saadane est très très différent de la postérité déjà existante de la Fontaine de Duchamp. Alors, c'est en 2008, donc je le disais, que Saadane décide d'entreprendre une collection tout à fait particulière. Il faudra d'ailleurs qu'il nous dise après, ou quand tu voudras, quel a été le fait générateur, comment tout ça est apparu, puisqu'il s'agit, vous l'avez peut-être déjà compris en visitant la foire, et dès que vous arrivez, vous tombez sur le mur occupé par l'œuvre de Saadane. Il s'agit de collecter les publications dans lesquelles le fameux ready-made de Duchamp est reproduit. Alors, l'œuvre de Saadane se compose de 2 grands ensembles. Le premier ensemble est constitué, vous en voyez des exemples ici, des pages arrachées aux publications sur lesquelles une reproduction de l'urinoir de Duchamp figure. Chacune de ces pages arrachées est encadrée individuellement. Alors peut-être d'ailleurs, puisqu'on est sur ce premier ensemble qui constitue l'œuvre de Saadane, le second étant constitué par les publications. Cela peut aller du guide de voyage jusqu'aux ouvrages d'histoire de l'art, jusqu'à différents types d'ouvrages dans lesquels il est question d'art. Donc le second ensemble réunit les publications dans lesquelles ne figure plus, d'une certaine façon, Fontaine, l'ensemble des publications dans lesquelles la page a été arrachée. Alors puisqu'on en est là, d'ailleurs, ce qui serait intéressant que tu nous dises tout de suite, c'est comment tu les présentes, quel est le mode de classement, comment tu pratiques un accrochage avec ces différentes pages dont vous l'avez peut-être vu, certaines sont plus ou moins, elles ne sont pas toutes la même date, certaines sont en noir et blanc, d'autres, on y reviendra, en couleur, certaines sont dans telle langue, d'autres dans telle autre, enfin comment tu les... Elles sont tout simplement présentées dans l'ordre d'arrivée dans l'archive. À chaque fois qu'il y a En fait, il y a une partie que j'appelle active, qui est la partie active, c'est-à-dire je vais dans le monde entier, je récupère des livres, je trouve les livres, je ramène les livres chez moi et j'arrache la page, je fais encadrer la page parfaitement et je réintroduis cette page dans le système de l'art à travers les musées, les galeries, etc., comme on la voit là. Et chez moi, je conserve tous les livres. Donc en quelque sorte le moule c'est ce que j'appelle la partie passive, mais qui est en quelque sorte le négatif de ce travail. Et les livres sont classés en fonction de leur ordre arrivé dans l'archive. Et exposés comme ça aussi, alors? Et donc j'essaye de les exposer maintenant pour être aussi, de ne pas être dans l'arbitraire finalement d'un choix esthétique aussi par rapport à une association, de les exposer dans les ordres d'arrivée. Voilà. D'accord. Alors, voici donc des images qui vous montrent cet ensemble des ouvrages dans lesquels ne figure plus la Fontaine. Alors, avant, nous allons parler de ce projet, mais comme je vous le disais, je crois qu'il est utile de rappeler l'histoire de Fontaine, parce que cette histoire est, je crois, de nature à éclairer le choix fait par Saadane. Quelques mots d'histoire.
Ici, l'espace est climatisé, donc l'histoire de l'art est possible. Hein, dans un espace plus chaud, ça serait peut-être un peu plus difficile. Mais là, en avril 17, hein, vous savez, ou vous ne savez pas, dans ce cas-là, je serai quelque chose, à New York, ouvre une gigantesque exposition, la première exposition de The Society of Independent Artists. Et Duchamp fait partie du comité d'organisation. Quelques jours avant l'ouverture de cette exposition, Duchamp, en compagnie de 2 personnages importants, il fallait qu'il ait des témoins. Il est accompagné de Walter Arensberg, qui est un grand collectionneur, et puis du peintre Joseph Stella, qui n'a aucun lien avec Frank Stella, mais qui est une manière de futuriste américain. Ils vont dans une boutique de plomberie et d'appareils sanitaires sur la 118e rue, dans une boutique, c'est important, qui s'appelle J.L. Mott Iron Works, puisque le Mott réapparaîtra, et puis il achète le fameux urinoir en porcelaine blanche. Rentré chez lui, il le pose à plat, hein, et puis sur le rebord gauche de l'urinoir, en grandes lettres noires, il inscrit, donnant de la réflexion et des migraines à des tas d'historiens de l'art pour de nombreuses années, la signature R. Muth. Bon, je n'entrerai pas ici sur la signification de tout ça, il y a un débat en cours qui n'est pas tranché. Puis, 2 jours avant l'inauguration, il fait parvenir l'objet présenté comme l'œuvre d'un certain Richard Muth. Hein. L'œuvre est immédiatement refusée par le comité. Et Duchamp, sans dire dans un premier temps qu'il est l'auteur de cette pièce, démissionne du comité. Et l'œuvre, elle va être simplement, à imaginer ici, il doit y avoir des recoins dans la foire, elle est simplement planquée derrière un mur, un cachet, le public ne la voit pas, mais elle est là. Quelques jours plus tard, Duchamp, en compagnie de Man Ray, veut récupérer la pièce, il la cherche, ils finissent finalement par la trouver, et un peu en grande pompe, triomphalement, ils sortent la pièce de derrière la cloison et l'emportent sous le regard un peu médusé des spectateurs qui se demandent ce que c'est que cet objet en porcelaine blanche qui est exfiltré comme ça de l'exposition. Et là, on entre peut-être déjà vraiment dans l'histoire que travaille la pièce de Sadan. Duchamp décide de faire photographier l'œuvre et il demande à Alfred Stieglitz, hein, qui n'est pas n'importe qui est un des pionniers de la photographie américaine. Il demande à Stieglitz de la faire photographier pour qu'elle soit reproduite dans la deuxième livraison d'une revue qui s'appelle The Blind Man, que Duchamp fait avec Henri-Pierre Rocher et Beatrice Wood. Là encore, on est au plus près d'une certaine façon de ton projet. Revue qui ne connaîtra une diffusion que très très confidentielle, remise de la main à la main. Ce qui est intéressant, c'est que la photographie... C'est une revue que je cherche d'ailleurs. Ah ouais, ben, ça moi aussi. Je te la donne pas si je la trouve. Et la photographie de Stieglitz, vous le voyez, est intéressante parce qu'elle propose une lecture déjà très esthétisante, hein, à l'opposé au fond de ce que voulait, ce que souhaitait Duchamp pour le ready-made, très esthétisante, anthropomorphique et quasiment déjà religieuse. Et cette interprétation-là va durer jusque dans les années 70. Je ne sais pas si tu connais la formule, hein, Robert Smithson se fonde encore sur cette interprétation de Stieglitz, parce que Smithson, dans une phrase un peu sacrilège comme ça, dit que Duchamp était une espèce de sorte de prêtre qui avait porté une pissotière sur les fonds baptismaux, hein, donc évoquant cette lecture religieuse qui était faite de l'urinoir par Stieglitz. Alors il semble qu'ensuite, là peut-être tu en sais plus que moi, Sadan, l'œuvre a été exposée à la galerie 291 pendant quelques temps, mais il ne semble pas que de photos, moi j'ai jamais vu de photos prises à ce moment-là. Il existe une version recadrée de la photo. Mais il existe une photo, c'est la même... Voilà. Hein, ça c'est de Blind Man. Vous savez, Sadan me rappelle à mes devoirs, là, j'oubliais de faire défiler les images. Elle est exposée là, dans cette galerie, puis après, cette pissotière achetée chez Mott Iron Works, elle s'égare, elle disparaît. Hein. Et il faut attendre
1938 pour qu'on la revoie, et encore le mot est mal approprié, je pense que vous la voyez là au milieu de l'écran, puisque quand Duchamp prépare sa fameuse boîte en valise, qui est une espèce de mini musée portatif des œuvres de Duchamp, il décide d'inclure une réplique miniature, vous le voyez, de la fontaine, et à cet effet, il fait fabriquer une petite réplique en papier mâché à partir de la photographie de Stieglitz, qu'il porte à un céramiste et qui va tirer un certain nombre de moulages en porcelaine destinés aux différents exemplaires de la boîte en valise. Donc vous voyez, on parlait de 17, on est maintenant en 38, ça fait 21 ans que cette œuvre fondatrice de beaucoup de choses, elle n'existait qu'à travers une photographie, et outre cette photographie, elle n'existera plus pendant les 12 années qui suivent que sous la forme des répliques miniatures de la boîte en valise. Alors en 1950, vous voyez déjà que quand il a fait faire la réplique miniature, c'était un geste de sculpteur, puisqu'il a fait fabriquer cette réplique miniature par un sculpteur, et on n'est plus du tout dans l'objet préexistant qui est acheté. En 1950, à l'occasion d'une exposition sur Dada à la galerie Sidney Janis à New York, Duchamp autorise qu'un urinoir soit acheté. Et là, sur l'image que vous voyez, elle est placée comme on place maintenant et comme avait été placé à l'origine l'urinoir, c'est-à-dire à plat, mais à la galerie Sidney Janis, il est placé normalement... voilà, il est placé comme on place l'objet s'il était appelé à fonctionner. Et Duchamp, en bon faussaire qu'il est, refait la signature Hermout et en mettant 1917. Selon la même procédure, 2 autres urinoirs seront achetés en 1953 et 1963. C'est-à-dire que là encore, on reste dans le geste du ready-made qui consiste à aller acheter chez un fabricant de porcelaine deux urinoirs. Et l'un d'eux, d'ailleurs, cette image est présente et reproduite dans l'une des images que vous voyez dans la sélection de The Fountain Archives qui est présentée ici. L'un de ces urinoirs est présent dans la fameuse exposition du Pasadena Art Museum de 1963 qui lance ce processus de redécouverte de Duchamp. Parce que pour nous, Duchamp, c'est ce que c'est, mais imaginez qu'au fond, si vous dites Duchamp en 1955, grosso modo, même dans le milieu de l'art, très peu de gens vous diraient que c'est un artiste majeur. Il a complètement disparu de la circulation. Mais en 1963, il y a cette exposition à Pasadena et c'est elle qui engage le processus de redécouverte. Les artistes pop, beaucoup. Voilà, Rouchet, par exemple, Rouchet assiste au vernissage, rencontre Duchamp à cette occasion. Et c'est à ce moment-là que les avant-gardes pop et conceptuelles redécouvrent Duchamp. Et puis l'année suivante, en 1964, on a bientôt fini, le galeriste italien Arturo Schwarz fera fabriquer et non acheter Duchamp avec l'aide d'un dessinateur industriel, pardon pour la qualité un peu moyenne de cette image. Duchamp fait appel à un dessinateur industriel qui va produire les dessins à partir desquels, comme une sculpture tout à fait classique, cette édition de 64 est faite, qui comporte 8 plus 4 urinoirs. Et à propos de ces dessins, Duchamp parlait de ready-made à la puissance carrée. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais la formule est extrêmement intéressante. Et ce sont donc ces urinoirs faits en 64 par un sculpteur, comme on ferait une sculpture tout à fait classique, que vous avez vu en fait. Ce sont ceux qui sont au Centre Pompidou. On a, nous, cette pièce-là, celle de la Tate. C'est la même. Vous voyez que la façon de la photographier, d'ailleurs, est légèrement différente selon les institutions. Voilà, le moment d'histoire de l'art, les 5 minutes d'histoire de l'art contractuelle sont bouclées. Je crois que cette connaissance était quand même... Le rappel de ces faits, même en allant un peu vite, était, je crois,
était, je crois, important pour comprendre quelle est l'œuvre dont Saadan s'empare pour conduire l'étonnante entreprise qui est la sienne. Parce que, vous le comprenez, si Saadan s'intéresse aux reproductions photographiques de l'urinoir, c'est que pendant fort longtemps, cette œuvre n'aura existé que sous la forme d'une photographie, et que plus largement, la reproduction, qu'elle soit photographique ou d'une autre nature, est au cœur de l'existence glorieuse s'il en est, d'une œuvre peut-être la plus influente d'histoire de l'art du XXe siècle. Il y a eu en 2004 un sondage qui a été fait auprès de 500 experts anglais, professeurs, conservateurs, enfin tout ce que amateurs d'art, et au terme de cette enquête, l'urinoir arrivait comme la pièce la plus importante de l'histoire de l'art du XXe siècle, devant les Demoiselles d'Avignon et devant la double Marilyn de 62 de Warhol. Alors, dans la mesure où la reproduction a joué un grand rôle, même si c'est accidentel, mais enfin, dans l'histoire de l'urinoir, beaucoup d'artistes, d'une certaine façon, se sont dit qu'il y avait quelque chose à tirer de ça, puisque l'œuvre elle-même était fondée sur la reproduction. Et donc, sans m'arrêter longtemps sur ça, parce que ce n'est pas le sujet, mais ça va permettre contrastivement, différentiellement, de faire comprendre, si j'ose dire, l'originalité, mais s'agissant de l'entreprise là, qui consiste, je ne sais pas si originalité c'est le mot approprié, mais enfin de l'originalité du projet de Saadan. Un certain nombre d'artistes vont s'emparer de... Qu'est-ce qui se passe là? Alors là, c'est l'intelligence du conférencier, souvent évalué à sa capacité à ne pas susciter d'incidents informatiques. Donc, merci. Tout va bien. Donc, en 1965, Richard Pettibone, qui est ce qu'on appelle maintenant dans les histoires de l'art un proto-appropriationniste, va faire une pièce qui, je crois, intéresse Saadan dans la mesure où il va faire une peinture à partir d'une photographie de Duchamp, mais en reproduisant sa peinture à les dimensions de la photographie qu'il reproduit. Et puis quelques exemples, fameux, mais enfin bon, dans les années 80, l'âge d'or de l'appropriationnisme, Gauber, vous voyez, dans un premier temps, ensuite 2, qui a introduit en quelque sorte la reproduction dans le geste lui-même d'appropriation qu'il fait de l'urinoir de Duchamp. L'un des plus célèbres, je ne sais pas pourquoi, la légende n'apparaît pas, j'en suis, c'est Sherry Levin. Sherry Levin qui prend le matériau par excellence de la sculpture, le bronze, et le bronze poli, c'est-à-dire le matériau de Brancusi dont Duchamp était l'agent aux États-Unis, pour reproduire l'urinoir, nous disant qu'au fond, l'urinoir est devenu une sculpture comme une autre. Et la première à gauche est 91, à droite c'est 1996, et celui de droite s'appelle Bouddha. En fait, dès le début et dès la publication de Blind Man, la pièce a été comparée à un Bouddha, c'est-à-dire que la volonté qui était celle de Duchamp de surtout faire qu'un ready-made ne soit perçu qu'en mode conceptuel et qu'on s'intéresse dans un ready-made uniquement à l'idée qu'on prenait un objet usuel et qu'en le transférant dans un autre contexte, il devenait une œuvre d'art. Dès le début, d'une certaine façon, ça a échoué, si j'ose dire, puisque l'œuvre a tout de suite été appelée, ses évocations formelles, les effets de sens ont tout de suite été mis en avant. Là, Mike Bidlow, qui est un des grands appropriationnistes de l'époque, qui a refait des dessins. Et puis là, je voulais finir sur ça avant qu'on entre dans le projet de Saadan plus avant. Cette pièce de Richard Jackson est intéressante dans la mesure où cet urinoir et les ready-made qui avaient été présentés en quelque sorte comme l'adversaire historique de la peinture, comme des pièces qui proposent un mode de perception conceptuelle qui s'oppose au mode de perception sensible, sensoriel, visuel, rétinien qu'est la peinture. Richard Jackson le rend
le rend à la peinture et en même temps qu'il le rend à son usage puisqu'il y fait pisser de la peinture. Alors voilà, on a vu cela, et ce qui m'intéresse ici, c'est de voir que Saadane ne fait pas du tout un remake de plus, hein, et c'est là, je crois, tout l'intérêt de sa proposition, mais en quelque sorte, tu reprends l'histoire presque à ses débuts, hein, au moment où Duchamp retire l'urinoir du lieu d'exposition et va le faire photographier par Stiglitz. L'œuvre est entrée dans l'histoire de l'art sous la forme d'une photographie destinée à une publication. Et donc le geste de Saadane consiste à collectionner les reproductions photographiques de l'œuvre parue dans des publications. Maintenant qu'on a cadré un peu historiquement tout ça, c'est pas maintenant que le sujet est épuisé, c'est maintenant qu'enfin les questions peuvent se poser, et elles sont nombreuses. Donc la première, peut-être un peu bateau, mais en même temps elle est intéressante, c'est quel a été le fait générateur. On est en 2008, tu connais bien sûr depuis toujours, depuis ta plus tendre enfance, La Fontaine de Duchamp. J'étais bercé par La Fontaine. Voilà, par son bruit en tout cas. Et c'est... voilà, quel est le fait générateur? J'imagine qu'avec un work in progress de ce type, les choses sont arrivées en cours. Ouais, l'idée d'origine n'a rien à voir, évidemment. Donc j'ai vraiment... Au départ, c'est vraiment parti presque comme une blague, en fait. Une blague qui est devenue très sérieuse petit à petit, qui est devenue très envahissante. Et comme souvent, d'ailleurs, enfin une blague ou une intuition, je ne savais pas vraiment vers où j'allais quand j'ai commencé à collectionner les fontaines. Et au départ, c'était vraiment l'idée de... Comment avec l'économie du multiple, hein, tout le monde connaît la différence entre un multiple ici et une œuvre d'art. Une œuvre d'art originale, c'est une pièce unique. L'artiste parfois fait des multiples, c'est-à-dire qu'il répète un certain nombre de fois le même geste, ou il trouve une façon facile de répéter un geste ou de faire quelque chose qu'il va produire en quantité et qui va sur le marché avoir un prix moindre. Ça s'appelle un multiple. Et qui va permettre à un plus grand nombre de personnes d'accéder finalement à son œuvre et de se l'approprier. Et donc j'étais dans une réflexion comme ça à la galerie des multiples, en train de discuter. Et l'idée, c'était de comment produire un multiple qui ne générerait que des œuvres uniques. Et donc, comment faire ça? Il faut s'appuyer sur une industrie existante, et là, en l'occurrence, l'industrie du livre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à l'heure de la reproduction mécanique, justement, je me sers d'un des objets qui est le mieux reproduit mécaniquement, qui est le livre, depuis toujours d'ailleurs, hein, depuis que l'imprimerie existe. Et avec un geste simple, je commence à produire des œuvres originales. Et donc on est dans un prolongement évidemment du geste de Duchamp, mais c'est vrai qu'on n'est pas du tout dans un remake. Et on produit des œuvres originales. Hein, voilà. Donc ça commence un peu comme ça, doucement. Il se trouve que petit à petit, ça vient converger avec les grandes préoccupations de mon travail. Alors, je ne vais pas m'étendre maintenant là-dessus, mais je peux dire en 2 mots quand même que depuis des années, je pense que vraiment la base, le fondement même de mon travail, c'est de questionner la façon dont on regarde une œuvre, la façon dont on est tous confrontés à notre propre... quand on est face à une œuvre d'art, comment on se l'approprie avec notre propre mot, notre propre culture, et comment on la fait rentrer dans notre système de pensée, de valeurs, etc. Il se trouve que Duchamp, c'est encore quelque chose de très, très controversé aujourd'hui, hein, il y a encore un grand débat là-dessus, Duchamp a fait partie des gens, en tout cas celui qui a nommé le fait que la relation à une œuvre d'art, c'est une relation à 3, c'est-à-dire qu'il y a l'auteur de l'œuvre elle-même, et les gens qui regardent ces œuvres. Hein. Et les gens qui regardent ces œuvres produisent petit à petit, on produit une propre image mentale de cette œuvre, et cet ensemble, cette accumulation finalement qu'on ne peut pas voir, hein, qui n'est pas visible. Mais tu veux dire, là, parmi ces regardeurs, il y a notamment les photographes, donc?
Bah là, en l'occurrence, c'est les photographes, mais d'arracher une page de livre, c'est pas que arracher la photographie, c'est aussi arracher un bout d'un contenu. Il y a les textes aussi. Et bout de texte. Parfois, et puis, évidemment, les références sont attachées à chaque livre. Les références du livre sont attachées à chaque livre. Et là, en l'occurrence, on trouve des fontaines de Duchamp dans des endroits les plus improbables. Hein. C'est vraiment comme des toilettes, hein, pour le coup. Et donc, on se retrouve... Je commence à m'apercevoir que cet ensemble, hein, qui commence à être un peu... Ça devient démesuré, hein, c'est pour ça. Je veux m'en débarrasser en 2017, parce que ça prend beaucoup de temps, pour finalement. Au centenaire de La Fontaine. Cet ensemble commence à représenter de façon visuelle, on peut commencer à voir, hein, qu'est-ce que c'est exactement cette idée de... Duchamp appelait ça... aussi, il disait que le regardeur complète l'œuvre, hein, et donc cet ensemble de livres mis bout à bout, côte à côte, qui ont tous un point de vue polémique ou pas, parfois il y a des révérends, il y a de tout type de... On a une, on voit S de l'art ou des choses comme ça. Oui, voilà, S de l'art, etc. On toutes finalement construisent, cet ensemble construit finalement ce qu'est cette œuvre. C'est un ensemble on a une sorte de nuage de sens, hein, on n'a pas une explication, mais on a un truc comme ça qui commence à construire petit à petit qu'est-ce que représente exactement cette œuvre. On commence à pouvoir le comprendre et le concevoir à travers ça. Voilà. Ce qui est très intéressant, vous le voyez, c'est que pour faire, entre guillemets, revivre ou au contraire aller dans le sens qui était celui de Duchamp, certains artistes ont voulu refaire des œuvres en quelque sorte originales, nouvelles à partir. Et ce qui est très étonnant, là, et là c'est toute la réussite et moi la fascination que j'ai pour le projet de Sadan, c'est qu'il réussit, et on en a l'exemple ici quand on entre dans les lieux d'exposition, les lieux de présentation, avec ce qui apparaît comme étant... la preuve même de la perte d'aura de l'œuvre d'art, enfin la reproduction photographique de l'œuvre. Tu réussis à faire une nouvelle œuvre et à recréer une forme de poétique d'œuvre qui fonctionne, qui interroge, qui suscite, qui n'est pas une œuvre morte. Une œuvre est morte, au fond, quand elle ne suscite plus aucun commentaire, quand elle ne suscite plus aucun échange à son propos. Tu réussis à partir de ces reproductions d'œuvres qui ont souvent, à tort, me semble-t-il, été prises pour la marque de la perte d'aura de l'œuvre d'art, tu réussis à faire une œuvre qui, dans son intégralité, dans l'assemblage qu'elle propose, est une œuvre d'art, j'ai envie de dire, authentique, quoi. Parce que je ne suis pas dans un système de fascination pour La Fontaine. Je suis vraiment dans un... J'essaye de c'est un truc à trois bandes. J'essaye de parler de quelque chose d'autre à travers cette œuvre qui devient... Moi, c'est une œuvre hobby. C'est-à-dire que maintenant, ça prend beaucoup de place dans mon travail pour plein de raisons, parce que vraiment, ça a vraiment convergé vers des préoccupations que je fais à côté, mais qui sont très différentes, mais quand même qui ont une base conceptuelle quand même proche. Mais c'est vraiment une œuvre hobby qui se construit comme ça, petit à petit. Et tu veux montrer l'un des intérêts de cette pièce. Est-ce que c'est l'un des enjeux, une des intentions qui étaient les tiennes? C'est aussi, au fond, de montrer l'histoire de la reproduction, de la constitution du mythe, l'histoire. On voit l'ensemble des façons de photographier, de parler, de reproduire. Est-ce qu'il y a cette dimension-là qui te préoccupe ou pas? Oui, mais à la fois, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que c'est aussi une œuvre d'art. C'est-à-dire que c'est pas une science exacte non plus. On n'est pas... mais évidemment, j'ai vraiment cette idée de pouvoir faire entrevoir, ou en tout cas imaginer, ou en tout cas sentir ce que peut être l'ensemble d'un commentaire sur une œuvre. Ouais. Et comment cet ensemble, ce commentaire dans son ensemble, un dimension archéologique, produit une forme, c'est-à-dire qu'est une forme en soi. Et on peut même penser, pour plein de raisons, hein, on peut même penser que Duchamp qui était, alors là parfois, bon, sans faire de trucs ésotériques ni rien, mais Duchamp qui a dit d'ailleurs c'est toujours les autres qui meurent, qui était un joueur d'échecs, on peut penser qu'il a
et à partir du moment où il a dit aussi que c'est le regardeur qui fait le tableau, on peut penser qu'il avait prémédité ce type de façon de... C'est-à-dire que le commentaire, il avait prémédité finalement que le commentaire pourrait devenir aussi œuvre dans son travail, à mon sens. Mais je dis, c'est absolument génial de le faire avec la Joconde, avec justement le lapsus, exactement, avec La Fontaine. Mais c'est vrai que ce type de travail, j'aurais pu aussi le réussir. Enfin, en tout cas, ce type de préoccupation, j'aurais peut-être pu le faire aussi avec la Joconde. Ça aurait été moins intéressant pour plein de raisons. Mais voilà, c'est ça, c'est pour relativiser l'importance même de La Fontaine dans ce travail. Et est-ce qu'il y a aussi, parce que c'est quelque chose, je crois, qui compte, est-ce que dans le caractère, tu parles de hobby, ou on pourrait parler, je sais pas, de manie, enfin, je veux dire, faire ce qu'on... Après, c'est un truc... il y a quelques est-ce qu'il y a le plaisir aussi de faire fonctionner un dispositif pour lui-même? Bah oui, parce que tu donnes des règles, quoi. À un moment, je donne des règles, donc tu joues... Voilà, j'ai commencé par établir quelques règles, donc arracher la page, la faire encadrer, réunir le bouquin, construire l'archive, donc une archive sans son objet, qui devient elle-même une sculpture, qui sera présentée, j'espère, en 2017 pour la première fois, etc., etc. Donc, quand je fais des certificats, sont des... Parce qu'ensuite, ça, c'est aussi reposé dans le marché de l'art, évidemment. Ça m'aide évidemment aussi à produire l'œuvre, parce que c'est un enfer sur Terre, ce truc. Et les certificats sont eux-mêmes des papiers d'archivage, quoi, notamment. Il y a le numéro, le type de document, qui l'a trouvé, etc., que je signe ensuite et que enfin, voilà. Et donc tout ça, oui, il y a plein de règles qui font que c'est aussi très enfin, voilà. C'est intéressant parce que ça me permet aussi de construire des formes rigoureuses qui maintenant se retrouvent aussi dans mon travail à côté. Enfin voilà, c'est aussi une façon réelle de produire une sorte de gymnastique. Qui permet... Il y a un pur plaisir de l'archive de temps en temps. Oui, aussi, la recherche de l'archive. Il faut être troublard, il faut trouver les moyens. Et alors là, vous avez peut-être deviné en voyant les images quelle va être l'une des questions que je vais poser à Sadan, c'est-à-dire que à partir d'un moment, le projet de Sadan a lui-même suscité des écrits, a suscité des textes, des réflexions qui se sont traduits par des publications ici ou là, et il était assez légitime, s'agissant, quand vous écrivez sur le projet de Sadan, que vous illustriez le projet de Sadan avec des images tirées de l'œuvre de Sadan, qui elle-même montrent la Fontaine. Et du coup, ces publications dans lesquelles il est question de Sadan et du projet autour de la Fontaine de Duchamp génèrent des images qui, à ce titre, deviennent des images qui doivent entrer dans le projet. Alors, oui, voilà, tu t'en es aperçu assez vite de ça? Oui, très rapidement. Mais ça, c'est pas très rapidement. C'est au bout de 4 ans que j'ai commencé à montrer le travail. Et donc, le travail a produit des commentaires aussi. Donc, on se retrouve maintenant avec des pages sur lesquelles on trouve La Fontaine, avec le nom de Sadan Afif associé. Donc, ça produit un truc comme un changement de paradigme, comme ça, et une sorte de... Là, pour le coup, on n'est plus dans le complément, on augmente. On augmente l'œuvre. Et l'œuvre se met en abîme aussi grâce à ça. Vraiment, il y a quelque chose qui se passe qui est d'un autre ordre. Et donc, il y a une archive dans l'archive qui est constituée de ce type de documents. Et cela, je les double pour que visuellement, je les vois dans l'archive. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de bégaiement de l'histoire là, qui se pose comme ça. On va revisiter ton site après. On regardera, oui, on peut regarder ça. Et l'une des questions posées par ce projet, c'est celui de sa fin ou de sa non-fin. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Le projet va aller jusqu'à... L'idée, c'est de l'aboutir, parce que vraiment, il faut arrêter un truc comme ça à un moment. Il faut que tu t'en libères un moment. Il faut aussi s'en libérer, ça prend beaucoup de temps, et c'est très marrant à faire, mais c'est aussi... Il faut vraiment beaucoup de concentration. Donc, c'est de finir en 2017. Donc, j'ai organisé, j'ai écrit des textes sur ce projet que j'ai envoyé dans le monde entier à travers mes réseaux. Et donc là, j'ai commencé à avoir des réponses très intéressantes et j'ai organisé une espèce de tour pour 2017. Et durant cette année 2017, je vais présenter pour la première fois, enfin j'espère pouvoir présenter pour la première fois les bibliothèques
accompagner des séries. Donc maintenant, il y en a une vingtaine de pièces qui ont été générées par le travail lui-même. Donc ce qu'on pourrait appeler les pièces augmentées ou les pièces... et l'idée, c'est pendant l'année 2017, j'espère qu'il va y avoir des publications sur Duchamp, parce que je peux imaginer qu'il va y avoir quand même... Les gens vont parler de Fontaine, donc on va voir. Donc pendant l'année 2017, c'est commencer à compléter et finaliser l'œuvre. Et en même temps, avec ce tour, j'espère qu'il va produire lui-même... C'est assez pervers parce que j'espère qu'il va lui-même produire ses propres commentaires avec mon travail, donc avoir toute cette collection doublée. Et puis dès maintenant, je travaille aussi avec des gens qui commencent à faire des articles, des gens qui s'intéressent, etc. à ça. Donc il y a aussi maintenant une forme d'entraînement comme ça, qui fait que... voilà. Et l'idée, c'est de finir à 1001. Je voulais finir à 1000, mais c'est Jean-Pierre Criqui qui m'a évidemment dit 1001, et c'est évidemment ça. Puisqu'il s'agit quand même aussi de parler à travers ce travail de la puissance narrative et d'évocation narrative d'une œuvre. Là, en l'occurrence, La Fontaine, mais il n'y a pas que La Fontaine, mais c'est aussi de raconter ces choses-là autour de l'œuvre d'art. Comment l'œuvre d'art produit, je répète ça, mais c'est vraiment important, peut produire, Fontaine c'est juste dingue, mais peut produire un fantasme narratif, etc. Et pour revenir à Duchamp, qui est au tout début, rien que le titre Fontaine est déjà un support de narration, enfin voilà, déjà un support de fiction, si tu veux. Ouais. Plus évidemment les petites choses qu'il a. Il a mis le verre dans le fruit dès le début, puisque dans The Blind Man, c'est lui qui écrit l'article, en tout cas il l'écrit à deux mains, mais tu sais qu'il est... Et il pose donc justement le Bouddha de la salle de bain, enfin il pose plein de choses qui vont à l'encontre de l'idée détachée et froide du choix d'un ready-made qui serait quelque chose... Purement conceptuel. Non, pas du tout. Et donc on est déjà dans ce qui est très beau aussi dans Duchamp, c'est ce qui a produit justement tout ce fantasme et cette énorme littérature, c'est qu'il a toujours proposé finalement une contradiction. Il a toujours été dans une contradiction et il l'inclut dès le début, et je pense sciemment, dans la façon dont il a posé Alors oui, tout à fait. Et une des questions que je me pose, c'est que ce projet, d'une certaine façon, même s'il a pris une énorme ampleur dans ton travail ces dernières années, était apparu, en tout cas dans un premier temps, non pas comme marginal au sens où il aurait été secondaire, mais comme quelque chose à part un peu dans le travail, peut-être échappant aux protocoles qui sont ceux que tu avais mis en place depuis un certain nombre d'années, à savoir que dès que tu faisais une œuvre, cette œuvre, elle avait des répliques en quelque sorte, avec des textes, des chansons. Non, mais là, j'ai déjà un projet. Ça déjà. Bon, bah ça serait bien. Oui, non, je vais faire écrire des textes de chansons sur ce projet-là aussi. Parce que maintenant je sais, parce que ça vient très lentement, mais je sais maintenant comment et pourquoi je vais faire écrire des chansons. Et ça s'appellera, le titre sera FA, Fontana Archives, 0000. Voilà. Donc, alors moi je suis très content que tu fasses ça parce que ça m'apparaissait curieux que ça ne sera pas à part. Ça peut plus être à part. Ça rejoint complètement. Ça rejoint le tronc commun du travail. C'est ça qui est vraiment. C'est pour ça que c'est aussi drôle de travailler sur une pièce sur 10 ans parce que il y a vraiment des. Il y a une sorte de... Il y a vraiment dans cette temporalité-là, et c'est ce qui m'intéresse aussi énormément aujourd'hui. On est de plus en plus prestataires de services, nous artistes. On répond au biennale, au machin, au truc. On répond à des événements qui ont des exigences et des impératifs extrêmement publicitaire, très comme ça, et donc il faut vraiment trouver le seul espace, à mon sens, c'est de développer des œuvres qui fonctionnent dans des temps complètement décalés, et donc qui peuvent être qui ont des temps sur 10 ans, sur des choses comme ça, et qui peuvent être montrées comme ça ou pas. Bon, là, ça me permet, voilà, on montre 84 fontaines, on peut le faire, mais c'est pas toute l'œuvre, c'est un fragment. Et j'essaye de trouver des systèmes comme ça, et c'est aussi une stratégie, un peu c'est de résistance, mais en tout cas, moi, il me semble important aujourd'hui. Et donc, cette pièce-là m'a beaucoup aidé aussi à penser dans le temps des choses et arriver petit à petit à comprendre comment se construit le travail et comment il s'articule. En tout cas, moi, je suis très... on n'en avait pas encore parlé ensemble, mais je suis très... je ne savais pas que tu avais déjà lancé le processus. Donc, vous savez, je le disais en un mot,
Moi, au fond, je pense que Sadan, c'est pour ça que j'avais intitulé le livre que j'ai écrit sur lui il y a quelques années, Saturne et les remakes. Sa peur, au fond, c'est que les œuvres meurent. C'est la peur fondamentale qui est la sienne. Et une œuvre, la preuve qu'une œuvre ne meurt pas, c'est quand elle en suscite une autre, quelle que soit la forme que peut prendre cette autre qu'elle suscite, chanson. Donc, et l'essayer le temps, c'est aussi le temps qui va permettre à l'œuvre de rencontrer, de se donner la chance de vivre en ayant des conséquences, en ayant des séquelles. Et donc, je suis très heureux que tu réunisses ces deux aspects-là, parce que la pièce de Duchamp, c'est une œuvre sur le commentaire photographique, sur le commentaire écrit. Et donc cette œuvre, le Fountain Archives, qui est sur le commentaire, je trouve tout à fait magnifique qu'il soit lui-même, qu'il entre dans la danse et dans le jeu des commentaires, la chanson et la chanson, les concerts, les disques, les affiches, éventuellement les autres œuvres. Moi, une des expositions qui m'a le plus et c'est à la suite de cette exposition, la vision de cette exposition, que j'avais décidé de faire le livre sur Sadan. On se connaissait, mais pas si bien que ça, au fond. C'était l'exposition que tu avais fait à 8 de 8, qui était une des plus belles expositions de la décennie, une des plus stimulantes, une des plus intéressantes. Et il y avait d'un côté des affiches, les œuvres, des cartels sans les œuvres, mais avec des radios qui diffusaient des chansons qui étaient les commentaires de ces œuvres. Bref, c'était une pièce qui faisait fonctionner complètement l'art poétique qui est le tien. Et là, j'avais au fond compris ce que tu voulais faire. Et il me semble que c'est important que tu le soulignes, que tu le dises. C'est déjà en œuvre. On est complètement déjà là-dedans. Dans ce processus, mais le processus lui-même est déjà il le montre peut-être de façon un peu premier degré, aussi un peu premier degré là, mais on est déjà dans cette idée déjà il y a toujours cette même réflexion sur évidemment quand je fais écrire des chansons à 10 personnes sur une même pièce et je me retrouve avec des textes qui commencent à raconter quelque chose de cette œuvre sans l'expliquer, on est à peu près dans les mêmes photos, ou les différentes pages ou on est dans les mêmes systèmes. Ouais, absolument. Et c'est vraiment c'est pour ça qu'il faut qu'on comprenne bien, je crois. Petit à petit, c'est là où ça rejoint vraiment les choses. Au fond, vous voyez, il y a deux grandes catégories d'une certaine façon d'artistes. Maintenant, je crois que tout le monde a compris qu'une œuvre, elle ne pouvait pas exister, arriver nue en société. C'est-à-dire que l'idée qu'une œuvre totalement autonome existe comme ça, nue en société, non, une œuvre a un titre, on connaît le nom de l'auteur, elle est éclairée d'une certaine façon, elle va être photographiée, et on va la connaître par le biais d'une photographie, par le biais des commentaires qui sont faits d'elle. Il y a un appareil, disons, de médiation sociale qui existe autour de l'œuvre et dont plus personne est inconscient. Ou alors il faut être un imbécile, d'une certaine façon, pour ne pas être conscient de ça. Et face à l'existence de cet appareil de médiation sociale de l'œuvre, il y a deux grandes attitudes. Il me semble qu'il y a une attitude qui consiste à dire essayons malgré tout de limiter au maximum ces effets. Essayons de préserver la chance ou la possibilité. Ça pose des tas de questions. Je ne suis pas sûr qu'on puisse complètement amortir théoriquement toutes ces questions-là, mais essayons de préserver la possibilité d'un rapport immédiat à l'œuvre qui serait le moins médiatisé possible. C'est le sens, c'est l'un des sens, par exemple, on en discutait hier soir, c'est l'un des sens de l'œuvre de Tino Sehgal, par exemple. Pas de titre, pas d'image, pas de catalogue. Essayons de préserver cette chance-là d'un rapport toujours en live à l'œuvre. Et puis, il y a une autre réponse à ça, dont il me semble que Sadan est aujourd'hui la plus belle, la plus intelligente et astucieuse incarnation, c'est de prendre acte de l'existence de cet appareil de médiation sociale de l'œuvre et non pas d'essayer d'en réduire au maximum les effets, mais essayer de
de jouer de ses excès lui-même de faire naître de la poésie, de faire naître de la fiction, de faire naître quelque chose de cet appareil-là. Et si on veut faire un peu de discours comme ça, un peu macro ou méta, je ne sais pas, sur ton travail, c'est moi ce qui m'intéresse fondamentalement dans l'œuvre que tu déploies depuis, je ne sais pas, une quinzaine d'années, c'est ça, ou 20, quand tu veux qu'on préfère qu'on dise 8 ans, non, je blague. Et je pense que c'est vraiment ça. Et vous voyez, il y a deux grandes options vis-à-vis de ça, et si on prend un peu de recul sans savoir laquelle est la plus intéressante ou pas, mais dans l'histoire, ces deux options sont fondamentales. C'est la même option. C'est-à-dire que l'absence... il s'agit de préserver la vie de l'œuvre. Mais par l'absence, il montre très fortement cet espace-là aussi. Il s'agit, si tu veux, au fond, de deux voies, de deux moyens qui ont la même... qui ont en vue la même motion. Comment préserver, laisser en vie l'œuvre d'art. Simplement, les moyens ne sont pas les mêmes. Bon. Ouais. Et là... Justement, cette pièce, elle est intéressante parce que maintenant, elle intéresse les critiques, évidemment, parce que je pense que je suis le seul au monde à connaître 600 livres dans lesquels on trouve Fontaine, et ça fait sens de savoir dans quel type de bouquin on trouve Fontaine, évidemment. Et donc, les ouvrages sont très différents, d'ailleurs. Oui, il y a des trucs incroyables, vraiment des trucs incroyables. Évidemment, il y a toute la base d'histoire de l'art, etc., mais il y a des choses complètement improbables. Et puis aussi des angles d'attaque complètement improbables, hein, c'est-à-dire... J'ai même vu des livres mormons qui servent de Fontaine pour décrire que finalement, ce qu'on voit n'est pas tout à fait ce qu'on voit. C'est-à-dire, ce qui est plutôt intelligent, quoi. De toute façon, voilà, etc. Et donc, voilà. Et donc, moi, ça aurait plu à Duchamp, en tout cas. Oui, j'imagine que ça aurait plu à Duchamp. Et donc, pour le coup, je pousse un peu tout le temps. Hein. Et donc, on a fait un site internet aussi qui permet... Parce qu'en fait, la seule trace que je garde, moi, de cette collection, puisque je la renvoie, cette collection, je l'amène, je la fais encadrer, mais elle redisparaît. Pour moi, je la redisperse. Hein, je ne sais pas exactement où elle est. Je gardais un scan de chacune des pages pour faire un site internet qui est aujourd'hui à disposition, qu'on va vous montrer vite fait, et qui est aujourd'hui à disposition du public. Et donc, qui est aussi une interface de l'œuvre, en fait. C'est-à-dire qu'il fonctionne pour moi comme une excroissance de ce travail et de ce projet. En même temps, il a une partie fonctionnelle, mais c'est aussi le seul endroit où toutes les pages sont réunies. Alors là, il n'est pas tout à fait updaté parce qu'on est à 600 normalement, et là on est... je ne savais pas peut-être que c'était un tel bordel de faire un site internet avec autant de références, mais c'est beaucoup. Et donc voilà, on y va doucement pour le faire un truc bien. Mais donc on a toute l'archive en ligne. Et donc on peut cliquer sur n'importe quelle des pages. Voilà. Et donc on va avoir le numéro de l'archive dans ma nomenclature, avec les références très précises du bouquin. Et on va pouvoir avoir un accès au livre et même lire le texte, en lire un petit bout de texte, etc. Et donc vraiment rentrer dans le travail pour comprendre... Bon, peut-être qu'on peut en tirer des... Voilà. Il y a ça, il y a une partie qui s'appelle Augmented, dans laquelle il y aura que les œuvres qui font référence à ce projet. Enfin, que les pages arrachées qui font référence à ce projet, donc ils sont toutes doublées. Et puis, il y a aussi, ça c'est pour les gens qui s'intéressent et qui peuvent se servir de cette base de données-là, il y a les bibliographies complètes en XLS, en PDF, avec toutes les références, ISBN, tout ce qu'on a. Vraiment tout ce qu'on a. Et puis, ça, je ne sais pas si ça va fonctionner, mais c'est une sorte de pari. On a fait Submit a Publication. Et donc voilà, et on espère qu'il y a des gens qui vont envoyer des titres et qu'on va commencer parce que j'ai mis 7 ans à trouver 650 et j'ai 2 ans pour en trouver 400, donc j'ai besoin d'une aide, quoi. Un peu de voilà. Le ready-made aidé. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant c'était très simple, mais comme j'en ai beaucoup, ça commence à être plus difficile. Alors comme j'avais rien en japonais, j'ai un copain japonais qui est ravi parce que oui, il y a une petite astuce, c'est quand quelqu'un me ramène 10 bouquins que j'ai pas, je lui offre une Fontaine avec certificat encadré. Alors ça a excité pas mal de gens, il y a quelques personnes qui l'ont fait,
Et là, j'ai un copain japonais. On peut en faire imprimer, en France. Non, c'est ça. J'ai un copain japonais qui, comme il n'y avait pas un bouquin en japonais, lui se délecte, parce qu'il y en a beaucoup de publications en japonais, et donc il m'envoie ça. Donc j'ai beaucoup de... Voilà. Et donc là, j'espère que ça va fonctionner. Et puis après, évidemment, il y a... Bon entendeur, salut. Donc. Il y a About, c'est un site internet qu'on a fait avec la Kunsthalle de Vienne, parce qu'en ce moment, j'ai une exposition là-bas, et collectif, dans laquelle on présente les fontaines. Et le projet qu'on présente, en fait, c'est ce site. Voilà, en gros. Alors, une question, c'est quel sens tu attaches, puisque tu vas le faire, si j'ai bien compris, à la présentation des négatifs, en quelque sorte, des matrices d'origine de ces pages, c'est-à-dire de la bibliothèque. Quel sens tu attaches? C'est un sens de témoignage. C'est le témoignage, c'est quoi vraiment, alors déjà, c'est intéressant, parce que comme on le voit sur ton image, il y a vraiment un truc de lecture. Hein. On peut vraiment lire... je sais plus, attends, je vais trouver ça. Mais on peut vraiment lire le... C'est ici, ouais. Dans les bibliothèques, on peut lire très vite, on a un truc très visuel, direct. Donc ça sera une sorte de... Oui, c'est un document, archive, qui sera présenté comme une sculpture. Là, elles sont photographiées d'ailleurs comme une fontaine, hein, avec il y a du vide autour. Hein. Ouais. Et là, voilà, ça sera présenté, je pense, dans des vitrines, avec les fontaines, dans les vitrines, voilà. Mais on peut quand même avoir un accès à l'idée même, en commençant à lire les tranches de livres. Et là, les livres, tu nous as expliqué, c'est le moule, tu nous as expliqué la façon dont tu classais. Par nombre, par arrivée. Par arrivée, c'est le même type de classement que les images, pareil, d'accord. 01, 02, 03, 04. D'accord. Voilà. Bah écoutez, on peut peut-être profiter de pour ceux d'entre vous qui voudraient poser des questions à Sadan, puisque l'heure prévue est écoulée, mais on a commencé avec un peu de retard, donc Jérôme va peut-être nous confirmer qu'on a encore un peu de temps. Peut-être, si certains d'entre vous souhaitent profiter de la présence de Sadan pour lui poser des questions sur ce projet ou sur tout autre projet. Alors, je ne sais pas si je peux me déplacer avec son micro, ça peut peut-être marcher aussi. Une voix de stentor. Oui, je trouve beaucoup plus intéressant l'existence du nom de Saadan Afif aux côtés de Fontaine de Duchamp que celle de Bouddha, je veux dire. Mais ce rapport formel m'a donné à réfléchir sur la fonction iconique de ce travail-là. Et j'y vois... Ce travail-là, tu veux dire le travail de Sade? Oui, le travail de Sade, bien sûr. J'y vois quelque chose, pas de religieux, mais quelque chose qui est de l'ordre de la dévotion, et comme un recueil d'images pieuses. Et... il me semble que cette espèce de martèlement qui est opéré par le travail fascine les dévots que nous sommes quasiment tous, bien sûr. Et ce que j'aimerais savoir, c'est comment tes détracteurs réagissent face à ce travail-là. Ça, un détracteur de réagir, je ne sais pas. Je pas des échos. Mais en tout cas, c'est vraiment, je le disais tout à l'heure, c'est vraiment pas une fascination. Mais évidemment, il y a une vraie jubilation et une vraie roublardise à utiliser une telle icône dans le milieu de l'art et à en jouer. Et évidemment, ça permet de produire des relations très rapides et très simples aussi bien avec les collectionneurs qu'avec les centres d'art, qu'avec les... Enfin, ça établit tout de suite, hein, quand on parle de Duchamp, tout le monde veut montrer qu'il connaît Duchamp, qu'il sait de quoi on parle, etc. Et c'est vrai que c'est le côté un peu casse-gueule du projet, au début, ça me semblait ça aussi. C'est aussi le truc, ce qui pourrait être le truc de vrai bon élève, etc., etc. Mais vraiment, ce qui m'intéresse, à partir de 400 ou 500, ce qui m'intéresse, c'est déjà évidemment le nombre, mais ça pourrait être la Joconde. Je pense que moi personnellement, j'aurais le même résultat. Ça serait moins simple. Justement, ça
ça provoquerait moins de polémiques peut-être, ou moins de... mais ça me permettrait d'avoir à peu près le même résultat sur cette idée de comment on construit, comment on peut construire, comment on peut construire l'image, comment on peut représenter hein, de façon symbolique. Hein. Ça reste aussi une œuvre d'art, ça reste quelque chose qui... Hein, comment on peut représenter l'ensemble de ce qui forme l'image mentale à travers l'image mentale et plurielle d'une œuvre. Hein, pour moi, ce qui m'intéresse, c'est l'addition de cet ensemble. Ce sont tous des points de vue. Chacun de ces livres, ce sont des points de vue uniques et singulier sur l'œuvre Fontaine. Et donc chacun de ces livres apporte finalement ou modifie la forme même de l'œuvre. C'est-à-dire que l'œuvre, c'est pas que sa forme physique, matérielle. L'œuvre, c'est aussi une forme mentale qui est produite par l'ensemble, par nous tous. Ici, on n'a pas la même façon, on regarde le même objet, mais on n'a pas le même objet si on le regardait réellement à travers le prisme de nos façons de regarder ces choses-là. Il aurait une forme absolument étrange. Et je pense, enfin, je ne sais pas si j'arrive à faire ça, mais je pense que c'est un peu ma quête là-dedans. Et c'est pas tant l'image même de Fontaine, même si c'est très... ça serait probablement moins drôle de le faire avec Joconde ou avec... Parce qu'évidemment, derrière ça, il y a le ready-made, il y a évidemment, voilà. J'espère que je réponds à ta question. Pas tout à fait. Ah, bon. Mais bon, j'ai l'impression aussi de répondre à côté, ou de ne pas répondre aux questions, tout simplement. Mais les détracteurs, je ne sais pas, j'ai pas eu de... Pour enfoncer le clou, si j'ose dire, est-ce qu'on ne peut pas voir le corps de l'œuvre qui est présenté ici et celui de la bibliothèque comme au fond des reliques? Et non, parce que moi, je vais répondre tout de suite. C'est-à-dire que c'est pas des reliques, parce que c'est un truc vivant. Cette littérature, cet amoncellement de littérature, c'est un truc vivant. Il y a des gens qui s'en servent. On est tous là, on lit ces catalogues, on lit ces livres. C'est pas un truc. J'essaie pas de proposer ça comme une nouvelle icône. Elle est déjà là, de toute façon, cette icône. Elle est déjà posée et proposée. Peut-être que... L'objet qui génère la relique, a priori, est supposé être unique. Là, ce n'est pas le cas. Là, sont par définition des publications qui existent en de multiples exemplaires. Le saint est supposé avoir été, le corps du saint est supposé avoir été unique et ne pas avoir eu, je ne sais pas, 1000 ou 2000 ou 3000 copies, non? Ça change un peu, me semble-t-il, un peu les choses. C'est marrant, c'est toujours que Fontaine se soit fantasmé. C'est vrai que cette pièce, elle n'existait qu'en photo pendant des années. Et donc, quand on parle de Fontaine, on parle de quoi? On parle de cette image fantasmée qu'on en a, ou de cette photo de Steglitz, ou des reproductions qui sont des sculptures, etc., etc. Donc c'est vrai que c'est toute cette littérature et toutes les controverses aussi que propose Fontaine. C'est pour ça que c'est plus intéressant de bosser avec Fontaine sur un projet comme ça qu'avec la Joconde, parce que la Joconde a proposé bien moins de controverses que Fontaine. Cet ensemble de points de vue, négatifs, positifs, dévots ou pas, me semble vraiment produire une vraie... Enfin, je ne sais pas si je suis clair avec cette idée, qui est peut-être assez abstraite, cette idée... Ce qui m'intéresse, c'est vraiment cette idée de qu'est-ce qui se passe dans le regard du regardeur quand il fait l'œuvre. Voilà, c'est une question que je me pose à travers une pièce comme ça. C'est comment se construit le regard, quelle est la forme du regard du regardeur quand il fait l'œuvre. Si le regardeur fait l'œuvre, quelle forme il donne à l'œuvre. Et c'est quelque chose comme ça qui m'intéresse là-dedans. Et je pense que c'est le support de Fontaine permet ça parce que c'est ultra reproduit, voilà. Et qu'au fond aussi, c'est une œuvre, c'est important, tu le soulignais tout à l'heure, c'est sans doute l'un des moins purs, entre guillemets, des ready-made du chant, non seulement parce qu'on devait y pisser dedans, mais aussi parce qu'il est celui par lequel Duchamp, au moment même où il posait quelque chose, posait la contradiction de ça, et que du coup, il ouvrait par là même toute la possibilité des interprétations possibles à partir de cette œuvre. D'autres questions? Moi, je voulais poser une question à Cédane, si tu as beaucoup de collectionneurs très obsessionnels, parce que dès le début de ton œuvre, je me rappelle de cette pièce qui s'appelait Les conquérants de l'inutile. Ouais.
où tu proposais sur un escabeau qu'on aille chercher tous les livres des personnes qui font des excursions et de l'alpinisme. Oui, non, puis les pirates who's who. Non, et les pirates, etc. Tu avais cette idée déjà d'aller titiller quelque chose de l'ordre de la recherche. Je ne sais pas si on doit rentrer là-dedans, mais c'est vrai qu'il y a plusieurs pièces qui vont fonctionner sur l'idée de collection ou l'idée de liste, de lister des choses d'abord qui sont finalement, qui ont produit... mais je ne sais pas si c'est une tambouille d'atelier ou un... Mais c'est vrai que c'est petit à petit, ça, voilà. Là, c'est quand même très... Bon, pour le coup, là, c'est démultiplié, quoi. Mais oui. Il y a une autre question, je crois, derrière. David, on va faire une petite rapproche. Je voulais savoir si, peut-être que tu l'as évoqué, mais je n'ai pas compris, est-ce que tu envisages de faire une publication avec toutes les images? Enfin, ça réinjecte les images dans le circuit imprimé. Et après, attends, tu as deux questions. La deuxième, c'est pourquoi tu veux terminer la pièce? Enfin, je comprends que c'est galère et tout ça, mais je pense que c'est une pièce qui mérite d'être continuée. Peut-être tu peux donner la tâche à quelqu'un d'autre. C'est un archive, finalement. Ça peut continuer à l'infini. Pourquoi pas? Mais à la fois, moi, je ne suis pas tellement dans ce type de relation. Enfin, l'œuvre. Toi, ça peut être quelqu'un d'autre, un musée. Oui, mais l'œuvre n'est pas non plus un jouet. Enfin, je considère quand même que c'est une œuvre que je fais aujourd'hui. C'est pas non plus. Enfin, j'ai pas l'impression. Enfin, mais je veux bien, pourquoi pas, un passage de relais. Mais je pense qu'à un moment, ce que ça raconte, on y est presque là d'ailleurs. Ce que ça raconte, c'est déjà là. Je ne sais pas si on a besoin d'être beaucoup plus démonstratif que ça. Ce qu'il y a, c'est que je crois que 1001, c'était intéressant pour des raisons symboliques, pour aller un peu au bout des choses, et surtout pour laisser... Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est toutes ces publications qui sont produites sur le travail et sur mon travail. Et donc là, ce qui m'intéresse, c'est cette collection qui est en train de se construire à travers cette archive, qui crée quelque chose d'autre, qui n'est plus Fontaine de Duchamp... Marc, c'est autre chose. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est plus Fontaine de Duchamp, ce machin. C'est un autre truc. Et ça m'intéresse. Et donc, je pense que si je laisse encore 2-3 ans, je laisse là une chance de pouvoir collectionner quelques-uns de ces articles qui ne vont pas manquer, j'espère. Enfin, si les gens me suivent, d'arriver, de nourrir. Voilà. Et pour la première question, je ne me rappelle plus de la première question. Si, alors des publications, là pour le coup, je veux faire des publications. Pour l'instant, alors je vais faire des publications, je vais dire grand public, comme la première que j'ai fait, qui s'appelle Fontaine, voilà, qui est là, et dans lequel, pour le coup, voilà, dans Fontaine, on a montré il y a les photos des bibliothèques, des dos de livres dans les bibliothèques, c'est tout, et les listes de livres. Et puis, ça permet de demander à un critique de réécrire un point de vue sur Fontaine, même s'il y en a déjà beaucoup, mais ça permet. Donc là, c'est Elena Filipovic dans celui-là, pour le coup. Et donc, j'espère faire un deuxième pour ça. Mais comme ce projet est un peu pervers et qui joue finalement à travers l'industrie du livre, je réussis à produire des œuvres uniques, tout en restant dans une économie du multiple, etc., etc. Il y a bien un projet, je ne sais pas si je peux le dire maintenant, mais peut-être je peux le dire, mais on a un projet avec Michel Didier. Pour le coup, moi j'avais cette idée depuis longtemps, c'était de produire des pièces à très petites exemplaires, très peu d'exemplaires. Des republications de certains objets choisis pour différentes raisons. Mais alors pour le coup, à vraiment rien, quoi. Pas du tout. Mais évidemment, en édition livre, comme on peut faire chez Michel, qui fait des très très belles éditions, comme vous savez. Voilà. Mais bon, pour l'instant, ça c'est un projet pendant 2 ou 3 ans, c'est pas encore fait, mais il y a des idées comme ça. Il n'y aura pas un volume avec Non, ça reste. Alors pour avoir un accès un peu encyclopédique à l'ensemble du travail, ça restera le site internet. Parce que c'est facile, les gens peuvent piquer les images, ça peut vraiment intéresser les gens. Moi, ça me dérange. Au contraire, je trouve ça intéressant que ça puisse Là, ça peut être utilisé, ça n'a aucun problème. Je sais que ça intéresse des gens. Même Naumann, le spécialiste mondial de Duchamp, m'a demandé... Ah oui, parce que ça, c'est une anecdote très drôle. C'est évidemment, je pensais faire un bon coup, quoi. Là, ça y est, j'arrache les pages de Duchamp, machin, tout ça. Et donc, j'encadre, nickel, tout ça. Donc voilà, bon, le ready-made, du ready-made, la page ready-made, blablabla. J'arrive sur la foire de Miami Basel il y a 4 ans.
Et puis je vais souvent voir le stand de Naumann, qui est un des spécialistes mondial de Duchamp, qui écrit des bouquins à compte d'auteur, et en même temps qui est galeriste, et qui a toujours des pièces on ne sait jamais très bien. Mais enfin, c'est un type incroyable, quoi. Et, mais tu vois qui c'est. Et j'arrive et je vois une fontaine encadrée, avec en dessous « A. Maurice », signé Marcel Duchamp. Et une page de livre avec la fontaine et tout. Putain, je commence à demander, mais qu'est-ce que c'est que ce truc et tout ça. Et en fait, c'est Marcel Duchamp qui a... Et en plus, c'est une photo de Schwartz, donc c'est une pièce qui est faite après 64. C'est Marcel Duchamp qui a découpé une image dans un catalogue qui a été produit, il a découpé la fontaine, il l'a collé sur un Bristol, et en dessous, il a signé « À mon ami Maurice », c'est son ami de toujours, Marcel Duchamp. Et je ne sais pas comment c'est tombé dans les pattes de Naumann, qui l'a fait encadrer et qui le vendait 85 000 $. Et j'étais quand même assez fasciné, parce que c'était, pour le coup, c'était, bon, voilà, le coup d'avance de Duchamp était quand même bon. Ouais. Là, j'étais... Et bon, évidemment, c'est un collage. Hein. Et donc, ce que m'a demandé Naumann, quand même, c'est qu'il m'a demandé, ah, vous qui avez les livres là, vous pouvez pas me trouver, savoir de quel... Donc, il m'a mesuré le truc. Il m'a mesuré la taille de la photo et il m'a demandé de quel bouquin ça venait. Parce qu'il savait. Donc j'ai trouvé de quel bouquin ça venait. Et tout. Je lui ai envoyé, voilà, ça vient de ce livre-là. Voilà. Donc le truc nourrit aussi des choses comme ça aujourd'hui. Et c'est assez marrant parce que ça nourrit aussi. Maintenant, j'ai des gens qui m'appellent. Par exemple, il y a des critiques qui sciemment veulent. Parce que les gens font partie. Évidemment, le truc phagocyte les noms des gens avec qui... Et ça, c'est aussi ce que je fais depuis toujours. C'est-à-dire les noms des gens avec qui je travaille sont dans le travail et font partie de mon travail. Et donc maintenant, il y a des critiques qui commencent à comprendre qu'il y a cette deuxième collection dans la collection. Donc ils me disent « Ah, j'aimerais bien faire un article voilà, dans tel magazine. Est-ce qu'on peut mettre des fontaines ?» Donc ils savent que je vais récupérer les fontaines et que je vais poser les fontaines dans le truc. Et donc ça commence à créer ses propres... Ils exigent du graphiste que leur nom apparaisse. Enfin, que mon nom apparaisse en tout cas. Et ensuite, eux apparaissent évidemment comme ils sont cités comme auteurs dans les archives de Fontaine, enfin, etc., etc. Donc ça commence à produire ces petites perversions qui sont plutôt intéressant, à mon sens. Et je ne sais pas jusqu'où ça va aller. Mais puis moi-même, quand on me demande maintenant d'être un catalogue, un machin et tout, j'essaye d'en placer une. Comme ça, je sais que je peux la réintégrer. Et je peux vous raconter cette anecdote, mais c'est aussi rigolo, c'est que j'ai commencé à doubler parce que j'ai un collectionneur qui a tout de suite compris que c'était une des parties quand même importantes, cette partie de cette collection de la collection. Donc il m'a promis d'acheter tout. Tout ce qui est... Donc moi j'ai dit, ok, tu achètes tout, mais je double. Ce qui est intéressant, parce que pour le coup, visuellement, tu as un double aussi. Et ça fait une AP Artist Proof, et c'est le seul truc qui est un Artist Proof. Donc, voilà. Et le mec, il a acheté une première qu'il a donnée à un musée. Et tous les ans, ils font un journal dans ce musée des patrons, des sponsors du musée. Donc le mec se fait photographier devant sa fontaine. Il demande à ce que l'image de lui devant sa fontaine soit remise dans le journal. Il m'envoie 2 exemplaires du truc pour que je le réintègre dans le... Non mais c'est dingue, tu vois. Ça. Et donc maintenant, c'est des trucs... donc ça commence à produire... Voilà, donc c'est là où on est au-dessus, tu vois, au-delà, je pense aussi, de la révérence. C'est pas l'hostie, quoi. On est en train de... Enfin, je crois que c'est en train de se produire quelque chose. Et c'est marrant parce que ça produit quand même quelque chose de collectif avec ce projet. Ça produit aussi voilà, j'ai l'impression que ça produit un truc parce que les collectionneurs sont complices, maintenant certains critiques sont complices, certains journalistes sont complices, les gens commencent à comprendre les mécaniques qui sont relativement simples de la pièce. Voilà. Peut-être que c'est... Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Merci. Est-ce qu'en définitive, votre projet, c'est pas d'accomplir en définitive le projet de Duchamp ? Puisque les controverses qu'il y a eu, c'était souvent sur l'objet, sur l'aura de l'objet, et ainsi de suite. Mais là, il disparaît, en définitive, l'objet original, quelque part. Il disparaît, oui, enfin, il est là, enfin, c'est une anima, quoi. Ça dépend ce que vous voulez dire, il existe. Enfin, il se fond un peu dans un dispositif beaucoup plus large. Il perd beaucoup de son aura d'objet. C'est la sensation que j'ai, l'impression que j'ai. Mais, je ne sais pas comment dire ça, mais vous allez me prendre encore pour un New Age, mais il y a un truc qui m'intéresse beaucoup quand cette façon dont toi tu disais que j'ai peur que les œuvres meurent, mais c'est pas tant ça. C'est que j'ai l'impression que quand on pose une idée dans une œuvre, on insuffle quelque chose, et que ce souffle-là,
il peut vraiment... c'est vrai que s'il reste figé un moment dans un truc mort, un objet qui ne bouge plus, etc., moi, ça me gêne. Et c'est vrai que c'est beaucoup de stratégies comme ça où la chose peut prendre une autre apparence, une autre forme. Hein. Finalement, c'est à peu près la même idée, mais en la doublant, ou en la discutant, ou l'associant, ou en demandant à quelqu'un de collaborer, finalement, on amène un autre bout de gène et on produit une mutation. Et cette chose peut commencer à trouver une autre forme différente, etc. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est qu'il y a une sorte de... Fontaine en soi disparaît peut-être, oui, l'objet Fontaine disparaît, mais le souffle, l'espèce d'énergie, l'espèce de contradiction que pose cet objet, etc., je pense reste dans ce travail. Je suis bien d'accord. Et c'est là que je pense que c'est plus le projet de Duchamp, en définitive. Ça se rapproche plus, à mon avis, du projet qu'il avait. Enfin, ce qu'on peut penser. Ça, après, oui, ça, c'est les interprétations. Une hypothèse. Non, c'est une hypothèse. Moi, je ne réponds pas à ça, par contre. Personnellement, je ne saurais pas répondre à ça.